Bonjour Guillaume Dozou. Bonjour Richard, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver à nouveau pour cette année-là consacrée cet après-midi à François Truffaut, un des grands metteurs en scène de l'histoire de notre cinéma. François Truffaut qui, à l'origine, n'est pas un cinéaste, mais plutôt un critique. C'est ça, oui, c'est un critique qui a fait partie de l'équipe fondatrice finalement des Cahiers du cinéma. On retrouve François Truffaut qui parcourt ce qu'on appelle la nouvelle vague à l'époque, hein. C'est un des créateurs finalement de ce mouvement, avec notamment Chabrol, Rivette et quelques autres, Godard par exemple. Est-ce qu'on peut en profiter, tiens, justement, pour dire quelques mots de la nouvelle vague? Qu'est-ce que c'était la nouvelle vague à l'époque? Comment vous aimeriez définir ce cinéma-là? Est-ce que c'est vrai qu'il a pas mal bousculé les codes? Oui, c'est ça, c'est une volonté en fait, hein, par exemple d'André Bazin, qui est le créateur de la Cinémathèque française, de proposer une façon de voir le cinéma différemment de l'époque, hein. On est vraiment, on va dire, là, dans les années 50, début 50 même pour être précis, et on est encore très ancré dans finalement l'histoire du cinéma un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est plus dans le théâtre filmé que vraiment dans le film de cinéma avec par exemple des caméras à l'épaule ou des choses comme ça. Et Truffaut par exemple en premier qui publie dans les Cahiers du cinéma un article qui fait scandale à l'époque, qui s'appelle quelque chose comme une certaine tendance du cinéma français, qui bouscule complètement ça en Ah disant bon? on en a marre de ce cinéma, le cinéma de papa finalement. Et non content de faire on va dire un pamphlet comme celui-là, il propose ensuite avec ses camarades, donc on a déjà dit Godard, mais il y a aussi Romer, il y a Jacques Demy par exemple. Tous ces gens-là font partie de la nouvelle vague, ils vont proposer une nouvelle façon de voir le cinéma. Alors c'est un club, hein, c'est le club des cahiers du cinéma, c'est la nouvelle vague en effet, ce sont des metteurs en scène qui sont très en vogue, qui vont inventer un nouveau style, une nouvelle façon de filmer. Ce qui est amusant finalement, c'est qu'ils vont un peu reléguer au placard tout un tas de metteurs en scène qui avaient beaucoup de succès après-guerre, hein, les En Claude effet. Autant-Lara, etc. etc. Ouais, exactement. Tous les classiques finalement, comme Hôtel du Nord, les Marcel Carné, tous ces gens-là vont être un peu relégués au rang des papis du cinéma, parce que on est vraiment dans, je vous disais, du théâtre filmé, quoi. Alors, le François Truffaut qui écrit à l'époque dans les cahiers du cinéma, est-ce qu'il y a déjà quelque chose chez lui qui fait sentir cette fibre de metteur en scène et cette envie de mettre en scène? C'est un passionné, hein, c'est vraiment un fou furieux, hein, François Truffaut. C'est quelqu'un qui est vraiment pris dans le cinéma. Les critiques de Truffaut, pour ceux qui peuvent les lire dans les anciens numéros de Cahiers du cinéma, à l'époque, c'est des couvertures jaunes, quelque chose de très facile à voir si vous allez chez les bouquinistes. C'est critique très très virulente justement parce qu'il attend autre chose du cinéma. Donc il est assez acerbe. Et on sent dans ses papiers et dans sa façon de parler du cinéma de ses contemporains, son envie à lui de passer derrière la caméra déjà à l'époque. Il parle de qui par exemple quand il signe des papiers? Une référence qui est très décriée à l'époque par la critique, c'est Hitchcock. Parce que Hitchcock, lui, a compris un certain nombre de choses dans la mise en scène. Il n'hésite pas à faire des flashbacks, il n'hésite pas à faire prendre la caméra épaule justement par ses opérateurs. Il est en train de vraiment de bousculer complètement la ligne de temps que peut représenter un film. Et Truffaut va beaucoup défendre ça et va complètement casser ça dans sa volonté de faire des films. Très vite, hein, finalement, il attend pas 10 ans avant de passer du critique on va dire à la réalisation. Il commence avec le premier, on va dire, court-métrage marquant pour lui, c'est Les Mistons, une histoire de gamin qui embête un jeune couple. Mhm. Et donc tout de suite, non, c'est vraiment son truc, c'est prendre la caméra. Suffit pas de dire les choses, il faut les faire après. Voilà François Truffaut qui écrit dans les cahiers du cinéma et qui s'apprête à réaliser des films qui vont entrer dans l'histoire. On parle de François Truffaut cet après-midi avec Guillaume Dozou. À tout de suite Guillaume. Le cinéma de François Truffaut cet après-midi dans cette année-là avec notre chroniqueur Guillaume Dozou. François Truffaut, on évoquait tout à l'heure les cahiers du cinéma, qui va très vite passer à la mise en scène. Nous sommes en 1959 et ça commence très fort.
Les 400 coups, oui, ça commence comme ça, avec un petit gamin, finalement, qui a été pris pour le premier rôle, qui s'appelle Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud, évidemment, qui fera Antoine Doinel pour une série de films. Et c'est quelqu'un de très fidèle, puisque jusqu'en 79, il fera L'amour en fuite, et ce sera le dernier film du cycle Antoine Doinel. Alors ça veut dire quoi concrètement? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que ce personnage d'Antoine Doinel, on va le retrouver dans plusieurs films de Truffaut. Est-ce qu'on peut dire que ce personnage est en fait le double du réalisateur, le double de Truffaut? C'est peut-être un peu la vie rêvée de Truffaut, effectivement. Dans les 400 coups, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments de la biographie de Truffaut qu'on va retrouver. C'est un enfant qui est vraiment très dur, en tout cas vis-à-vis de ses parents. Truffaut a pas eu une enfance si facile, et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui vont nous donner des indications sur ce Antoine Doinel, qui serait vraisemblablement François Truffaut. Ils vont prendre des directions un peu différentes au fur et à mesure des films, mais en tout cas, on sait que Jean-Pierre Léaud et François Truffaut sont très liés, et il n'y a pas forcément un rapport père-fils, si ce n'est peut-être par l'âge, mais sinon une sorte de vrai double finalement de Un Truffaut. vrai double, Ouais. c'est ça, hein. Première apparition d'Antoine Doinel, incarné par Jean-Pierre Léaud. En 59, vous l'avez dit Guillaume, on le retrouve sur plusieurs films jusqu'en 1976. 79. 79 Ouais. dans L'amour en fuite. C'est ça. Voilà. Antoine Doinel, Jean-Pierre Léaud. Est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur leur collaboration sur les plateaux, Jean-Pierre Léaud, François Truffaut, ça se passe toujours bien? Ça se passe pas forcément bien parce que forcément au fur et à mesure que sa carrière se développe, Jean-Pierre Léaud lui aussi prend un peu d'étoffe. On l'appelle sur pas mal de films de la Nouvelle Vague. On l'a vu beaucoup chez Godard également, Jean-Pierre Léaud. Et donc évidemment on peut avoir comme dans une relation père-fils, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, forcément un peu des prises de bec. Mais globalement, vu la quantité de films qu'ils ont fait tous les deux, et pas que sur les cycles Antoine Doinel, on peut imaginer qu'ils soient bien entendus sur le plateau. On peut citer quelques films dans les années 60 qui suivent, qui sont des films importants dans la carrière de Truffaut. Au-delà des aventures d'Antoine Doinel, on a forcément Jules et Jim en 62, là qui est évidemment un grand moment de l'histoire du cinéma, avec notamment des gens comme Jeanne Moreau par exemple, Oscar Werner qu'on verra dans Fahrenheit 451 un peu plus tard. Et puis dans les années 60 toujours, je pense particulièrement à La peau douce. Qui est un film intéressant sur un écrivain qui séduit une hôtesse de l'air. Enfin, une histoire proche du polar quand même. Le tourbillon de la vie, ça c'est la chanson du film dont on a parlé tout à l'heure. Jules et Jim, c'est une histoire qui à l'époque doit choquer un petit peu, non quand même? C'est une histoire d'amour à trois. C'est une histoire d'amour à trois, effectivement. On a cette Jeanne Moreau là qui hésite entre Jules et Jim, et d'autant plus fort d'ailleurs que c'est basé sur une histoire vraie quand même. On a Henri-Pierre Rocher qui écrit ses mémoires quand il est assez vieux, et puis il décide de raconter son histoire. Et on retrouve Jules et Jim, effectivement. Lui est l'un des deux protagonistes. Et puis un peu plus tard, on verra une autre histoire aussi adaptée d'Henri-Pierre Rocher qui s'appelle Les deux Anglaises et le continent, où on retrouve d'ailleurs Jean-Pierre Léaud. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Jean-Pierre Léaud qui est pris entre deux sœurs, finalement. Alors vous nous le confirmez, Guillaume Dozou, cet après-midi, Truffaut était un fou de littérature et il a beaucoup adapté au cinéma. C'est ça, il y a beaucoup d'adaptations de Truffaut au cinéma. On pourrait dire que pratiquement quand il ne traite pas des aventures d'Antoine Doinel, c'est pour faire une adaptation de bouquins à l'écran. Et on retrouve par contre des auteurs étrangers, particulièrement anglo-saxons. On a du William Irish, on a Ray Bradbury, on l'a dit pour son seul film fantastique qui est Fahrenheit 451. Ouais. David Goodis, enfin des bouquins qui sont trouvables aujourd'hui et qui sont vraiment intéressants à lire si on connaît le cinéma de Truffaut, quoi. Je pense un peu aux plus jeunes qui nous écoutent, qui connaissent mal François Truffaut et qui ont de lui cette image de réalisateur un petit peu intello. On parlait des cahiers du cinéma tout à l'heure, et pour cause. Est-ce qu'il y a des films qu'il serait bon de recommander justement à ces jeunes auditeurs pour qu'ils puissent comme ça aller à la rencontre du cinéma de Truffaut et se rendre compte justement que ce n'est pas un cinéma élitiste? Si on est vraiment jeune, on peut regarder L'Argent de poche, par exemple, qui est intéressant, parce que c'est un film d'enfant, justement. Ça se passe dans une école, dans une petite ville du sud de la France, et ça peut se regarder très bien. Après, si on est un peu plus âgé, on peut rentrer dans le cinéma de Truffaut par quelque chose comme, par exemple, Le Dernier Métro,
Où Ouais. là, on a un film qui se passe pendant l'occupation dans un théâtre et c'est très, enfin, il y a pas mal d'action. On est vraiment pris dans le film. Ça, c'est quelque chose qui peut se regarder maintenant et on n'a pas forcément besoin de références littéraires ou on n'a pas besoin de se gratter la tête à chaque réplique. Mais je pense que l'image littéraire qu'a Truffaut vient aussi peut-être dans le fait de diriger ses acteurs. On a des phrases ou des mots qui nous viendraient plus naturellement dans notre vie de tous les jours, et Mhm. particulièrement chez Douanel, où il lui fait dire des phrases, des grandes phrases ou des tirades comme ça qui sont pas naturelles, mais ça fait partie aussi du film. Et le dernier Métro est un film intéressant parce que, vous l'avez dit Guillaume, il se déroule durant l'occupation. Oui. C'est une période dont on a beaucoup parlé au cinéma, mais on s'est peu intéressé au monde du spectacle de cette période sombre de notre histoire. On ne sait pas trop comment ça se passait dans les salles de spectacle à l'époque, alors que les Allemands occupaient Paris. Alors comment faisaient les directeurs de salles, justement avec la propagande, comment choisissaient-ils les comédiens, les pièces qu'ils allaient mettre en scène. C'était vraiment pas facile de travailler, on l'imagine, à cette époque-là dans le monde du spectacle. Et Truffaut met tout ça en scène de façon admirable, avec une Catherine Deneuve qui est vraiment exceptionnelle. En effet, oui. Et puis on a Depardieu. Enfin, on a quand même pas mal on va dire de stars finalement qui vont faire que ce film va être porté par le public également. Et puis aussi par les Césars. D'ailleurs, c'est un film qui remporte 10 Césars. À l'époque, c'est Ouais. complètement inédit. On a effectivement cette volonté de Truffaut de rendre hommage finalement à la société du spectacle de l'époque pour montrer les conditions de travail finalement. Et puis comment réussir à produire une œuvre d'art alors qu'on est dans des conditions complètement contraignantes et enfin Où on marche sur des œufs, parce qu'on a complètement, peur. ouais. Il y a On a la peur au ventre perpétuellement, c'est finalement. ça, et puis il y a une position du critique d'art qui est là, enfin du critique de théâtre qui vient, qui est très présent finalement dans ce film. C'est intéressant de voir comment on doit s'adapter en fonction aussi de la position du critique. Et si on continue à se balader un petit peu dans la filmographie de Truffaut, là on parle du dernier Métro, donc on est un petit peu dans les années 80. On peut mettre encore en avant un ou deux films, Guillaume? Dans les années 80, à noter, c'est évidemment les deux derniers films de Truffaut, La femme d'à côté, où on retrouve également Depardieu, mais aussi Fanny Ardant, un film assez noir, assez sombre et finalement assez violent à regarder. Et puis Vivement Dimanche, qui est le dernier film, qui lui-même est adapté d'un polar La finalement, Polar, ouais. et un bon moment puisque toujours Fanny Ardant évidemment, et donc vraiment un film d'enquête autour d'une histoire d'agence immobilière qui est vraiment intéressante. Ouais. Et Truffaut disait à propos de La femme d'à côté qu'il avait filmé ce film-là comme on écouterait une chanson d'Edith Piaf, quoi. Une histoire d'amour complètement dingue avec ces deux personnages qui ne se sont pas revus depuis des années, puis qui se croisent à nouveau un jour. Voilà, c'est ça, très sulfureux, très passionné, parce que on est sur est-ce que je regrette ou pas d'avoir abandonné cette personne-là à l'époque? Est-ce que je dois refranchir le pas? Qu'est-ce que vont penser les voisins? Et oui, et il en est question d'ailleurs dans le En film. effet. Gérard Depardieu et Fanny Ardant, couple magnifique. On parle du cinéma de François Truffaut cet après-midi avec Guillaume Dozou. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. François Truffaut, fils d'Alfred Hitchcock, on l'a dit tout à l'heure, Oui, c'est vrai. il était vraiment fasciné par le maître du suspense. Et alors finalement, François Truffaut, c'est le père de qui? Quel metteur en scène peut-on citer parmi les petits jeunes? Les petits jeunes, c'est peut-être beaucoup dire, parce que j'ai au moins, chronologiquement, on va dire, au moins Jean-François Stévenin, qu'on voit apparaître plusieurs fois dans les films de Truffaut. Et Jean-François Stévenin, mais il a fait que 3 films, hein, donc, beaucoup de films au cinéma cette fois-ci, mais en tant qu'acteur. Mais Stévenin, c'est quelqu'un qui essaye de se rapprocher de la façon pas forcément de la façon de filmer ni de mettre en scène, mais l'esprit avec lequel Truffaut préparait ses films, préparait ses acteurs. Et en 78, on a le premier film de Jean-François Stévenin qui s'appelle Le Passe-Montagne, qui est très très Ouais. difficile à trouver. J'ai eu beaucoup de mal à revoir ce film, où là on a vraiment un film avec on va dire, le fantôme de Truffaut qui plane au-dessus de la tête de tout le monde. C'est vraiment intéressant à regarder. Et puis en plus, la patte de Stévenin qui est très foutraque finalement, qui vient se mêler à ça. Je pense qu'on a vraiment un bel exercice que je recommande. Ensuite, Stévenin. En 86, par exemple, là, c'est intéressant aussi de montrer sa filiation, puisque il fait son deuxième film qui s'appelle Double Messieurs. Et Ouais. comme par hasard,
le premier protagoniste s'appelle François et le deuxième s'appelle Léo. Ah, Donc, je pense que en effet, il il y a a un presque signe. voulu cacher quelque chose. Il y a un signe. On a également Christophe Honoré, hein, qui aime beaucoup François Truffaut, qui le revendique, hein, d'ailleurs, Oui, oui, clairement. oui. Il y a même Ouais. des plans volontairement piqués à domicile conjugal, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, oui, il se revendique vraiment enfant. Alors peut-être de la nouvelle vague aussi d'une manière générale, Ouais. puisqu'il a produit plusieurs comédies musicales. Et on Et entend, notamment Les Bien-Aimés, qui est en salle par exemple, en actuellement. ce moment. Et puis autre chose, Non, ma fille, tu n'iras pas danser, par exemple, qui est vraiment à voir et qui serait un peu, de mon point de vue en tout cas, l'évolution du cinéma de Truffaut, quoi. Et puis Clapiche. Cédric Clapiche, Clapiche. ouais, Clapiche qui lui peut vraiment se réclamer de Truffaut. Bon, on a des films sur Paris, beaucoup de choses qu'on peut voir dans les films de Truffaut parce que c'est quand même un Parisien à la base, hein. Il a beaucoup filmé Paris et il aimait beaucoup le sud de la France, mais on retrouve quand même Clapiche, par exemple, un film qui s'appelle Paris, hein, tout simplement, Ouais. où là on est complètement dans le Truffaut. Et puis je pense à peut-être le film peut-être avec Romain Duris et Jean-Paul Ouais, Belmondo, qui est vraiment très très où bien. Paris est sous le sable. Et là, on retrouve justement ce rapport père-fils qui est beaucoup traité dans le cinéma de Truffaut. Et ça donne envie de le revoir, tiens d'ailleurs, en vous Écoutez, écoutant, je suis Guillaume. ravi. Peut-être un truc, c'est vrai, assez étonnant avec un Belmondo. Le Belmondo est le fils Ouais, de Romain ouais. Duris dans ce film-là, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, alors cherchez l'erreur, mais on ne vous explique pas, vous comprendrez tout ça. C'est un scénario un petit peu tordu, mais c'est vraiment bien fait. Euh, Quelques mots sur L'homme qui aimait les femmes avant de nous quitter, Guillaume, Oui. parce que Truffaut, L'homme qui aimait les femmes, c'est le titre de l'un de ses films, mais Mhm. c'est une définition qui lui va à merveille, hein. C'est un séducteur compulsif. Je veux On pas peut dire faire ça, de, oui. je veux pas faire de référence à l'actualité de ces derniers jours. On n'est pas là pour faire confession intime, mais quand même, il tombait très facilement amoureux de ces jeunes comédiennes, je crois. C'est ça, oui. Enfin, je pense même qu'il écrivait en pensant à quelle comédienne pourrait incarner quel rôle. On l'a vu au bras de Fanny Ardant, pardon, à l'époque, évidemment, de ses deux derniers films, Vivement Dimanche et La femme d'à côté, avec Fanny Ardant. Ouais. C'est lui qui l'avoue, à l'époque de l'histoire d'Adèle H, il avait des vues sur Isabelle Adjani dans lequel il fait tourner, dans lequel il l'a fait tourner, pardon, voilà. Donc Isabelle Adjani a quand même refusé, mais il l'avoue, donc il est beau joueur. Et puis, on a ensuite, pourquoi pas, Claude Jade, Claude il était Jade, fou de Claude par Jade. exemple, voilà. Et ben il est allé demander Claude Jade en mariage à ses parents. Mhm. Et je crois qu'à l'époque, elle était pas encore majeure d'ailleurs. Non, 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 mais il ne recule devant rien, l'ami Truffaut. Et tout Et, ça pour ne pas venir le jour de son mariage. ah ben oui, exactement. Ah non, Incroyable. c'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un de très, finalement, sous des apparences très calmes, très posées, c'est quelqu'un de très Compulsif. compulsif, très, oui, c'est ça, flamboyant finalement. Flamboyant, et ben tiens, on va terminer là-dessus. bien. Salut, va bien. François Truffaut, et j'espère que cette émission d'aujourd'hui avec Guillaume Dozou vous aura donné envie bien, d'aller vous procurer un ou deux DVD, parce qu'il y a franchement de très 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 bons films, et on en a cité quelques-uns cet après-midi. Merci Guillaume Dozou. Merci Richard.